Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'émission Les Bonnes Ondes, une émission pour les aidantes et les aidants qui se déplacent dans les territoires, enregistrée en public ce jour-là à Capcieux, le jeudi 24 octobre 2024. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, ainsi que sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook, sous le nom de Les Bonnes Ondes, l'émission pour les aidants. Je vous rappelle aussi que vous pouvez déjà écouter les 2 premières émissions, la première enregistrée à Pau-d'Insac, elle aussi ville aidante Alzheimer, sur le thème « Les relations avec son proche se modifient quand il commence à perdre de l'autonomie, comment faire face, comment s'adapter ?» Et la seconde émission qui a eu lieu à Longon, sur un sujet pas toujours simple à aborder, face à la vulnérabilité de son proche, quelles sont les mesures de protection à adopter ? Voici donc l'enregistrement en public à Capcieux et ça commençait ainsi. Nous voici donc aujourd'hui ici à Capcieux, labellisée ville aidante Alzheimer, et Madame Luqueday, maire de la ville, nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau radio pour en parler. Alors un grand merci pour cet accueil et un grand merci également au pôle ressources Loubezine et à celles qui le font vivre et qui ont grandement accompagné la réalisation du contenu de cette émission. Vous voici donc embarqués dans l'émission des Bonnes Ondes, voyage d'une durée parfois incertaine. En tout cas, ne vous inquiétez pas, nous essaierons de ne pas vous perdre en route. 3 changements de plateau permettront d'avoir différents invités autour de la table pour aborder le sujet de l'isolement social des aidants. 3 interrogations baliseront ces échanges. De quoi parle-t-on quand on dit isolement social ? Puis, est-ce que définir ce qu'est être un aidant et savoir le repérer n'est pas tout d'abord le premier pas à faire ? Et pour terminer, les ressources de proximité, les accompagnements possibles tout proches, ne sont-ils pas une réponse à la prévention de l'isolement social des aidants ? Avant de donner la parole à celles et ceux qui sont autour de la table, il faut aussi de la patience en participant à cette émission. Je voulais rappeler que les aidants jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement des personnes vulnérables et que oui, je parlerai de chiffres, leur contribution est estimée à 11 milliards d'euros par an. Dans un contexte politique où les efforts économiques sont de mise, il me semble important de rappeler la fonction cruciale qu'ont les aidants et pourtant, on peut dire qu'ils sont invisibles. Encore des chiffres. Mais c'est parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Seulement 48% des Français connaissent le terme aidant et 38% en comprennent réellement la signification. Invisibilité parce que le rôle d'aidant est considéré comme naturel dans l'ordre des choses, qu'il se joue le plus souvent dans le cadre domestique. Cette invisibilisation se traduit souvent aussi par un manque de reconnaissance dans les politiques publiques. Les aidants ne cotisent pas à la retraite pour leur travail, les compétences acquises ne sont pas reconnues professionnellement et le monde médical ne les identifie pas toujours comme partenaires. Bref, ce constat pour vous dire que l'émission des Bonnes Ondes, c'est cela aussi. Éclairer les défis et les solutions que les aidantes et les aidants vivent au quotidien. Valoriser ce qui existe sur des territoires, parfois éloignés des grands centres urbains. Mettre en lumière ce qui est proche et ce qui rapproche. C'est pourquoi c'est avec évidence que le thème de l'isolement est aujourd'hui celui de l'émission enregistrée ici à Capcieux. Nous y voici donc avec les invités autour de la table et je voudrais vous présenter Madame Eliane Delanavé, ancienne aidante de son époux, Monsieur Frédéric Gilibert, aidant de son épouse, jeune retraitée, Audrey Guilhem, psychologue du pôle ressources Loubezine de l'EHPAD de Capcieux, Monsieur Bernard Faget, bénévole Mona Lisa depuis 2022 et son acolyte, Madame Corinne de Montbron, bénévole donc elle aussi à Mona Lisa. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à toutes. Vraiment merci d'avoir répondu oui à l'invitation des Bonnes Ondes. Nous allons passer un moment ensemble, un long moment pour certains. Tout va bien se passer, croyez-moi. Monsieur Boris Callen, coordinateur Gironde des référents nationaux de Mona Lisa, devait être parmi nous aujourd'hui. Hélas, il ne le sera pas, attendu à d'autres colloques qui se sont intercalés entre-temps. Néanmoins, j'ai pu l'interviewer et nous l'entendrons au cours de cette première partie d'émission. Pour introduire nos échanges sur l'isolement social des aidants, j'avais envie de vous faire écouter un court extrait du témoignage de Marie-Jo, aidante de son mari.
Elle a participé à l'exposition photo sonore que vous pouvez retrouver dans la salle d'ailleurs, derrière vous avec d'autres témoignages d'aidants. Je vous laisse écouter. Ça a modifié beaucoup de choses. Je n'ai plus d'amis. Mes amis sont partis. Je croyais en avoir, mais non, aucun. J'ai plus que ma famille restreinte, c'est-à-dire je ne peux compter que sur mes enfants, ma fille, mon fils, une tante, et puis c'est tout. Les autres, ils sont partis. Alors soi-disant qu'ils n'osent pas m'appeler parce que ça me ferait mal. Mais non, ce qui me fait mal, c'est le fait qu'ils soient plus là, qu'ils soient pas là, que j'ai personne. Alors, le témoignage de Marie-Jo, je trouve, est fort, hein. C'est un ressenti quand même de solitude. Eliane et Frédéric, sans peut-être être aussi isolés au niveau des amis de la famille, est-ce que ce ressenti vraiment de vous sentir seul, c'est quelque chose qui vous est familier? Oui, oui, il y a une partie, oui, effectivement. Alors, je pense que les gens sont gênés. Ils ont un autre regard sur un couple qu'ils connaissaient, qu'ils côtoyaient, avec qui ils faisaient la fête, et qui, du jour au lendemain, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui est cassé. Et c'est certainement... J'ai pris ça au départ pour de la pudeur. Et ne pas gêner, ne pas... Et puis, on se rend compte que... il n'y a pas que ça. Il y a le fait de ne pas vouloir. Ils ont leur vie, chacun a sa vie. Chacun essaie de mener sa vie comme il peut. Il est aidant aussi, quelque part, à partir d'un certain âge. On est aidant de l'autre. Hein, mais voilà, je reproche à personne. Je garde des amis. On était en Vendée avant. On est venu sur Bordeaux. Donc déménagement, beaucoup d'isolement aussi, mais bon, voilà, on a recréé un tissu avec des voisins, on essaie de partager les choses, mais c'est vrai que beaucoup d'amis n'osent plus. Eliane, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, quand votre époux était encore avec vous? Un peu différemment. Moi, c'est l'attitude de mon fils qui m'a vraiment prise, qui m'a fait mal, parce que je pense qu'il avait peur, il a pas du tout... il a pas compris ce qui est arrivé à son père. Et je pense que ça a tellement fait peur que bon... il est venu m'aider pour réinstaller la maison avec ses enfants. Mais voilà, je me suis sentie vraiment seule. Il y avait pas d'échange, il y a pas de parole. Et on en parle toujours très peu. Voilà. Et pourtant, nous sommes venus habiter ici par rapport à lui. Et puis sa femme et sa petite famille. Mais je pense que la peur a pris le dessus, le voir son père comme ça, parce que bon, ça a été très très difficile. Il est sombré, il est resté dans le coma pendant 6 mois, donc c'est dur. Et donc je pense que pour lui, la seule chose qu'il a pu me dit à partir de ce moment-là, pour moi, c'était terminé. Oui. Voilà. Il avait pas tourné la page, mais voilà. Et je pense qu'il n'a pas su il n'a pas su ce que j'attendais, il n'a pas su me réconforter. Mais par contre, il m'a bien expliqué, fais tout ce qui est nécessaire, ce que tu peux mettre en place, vas-y. Voilà. Bon, c'est vraiment ça. Et puis alors les amis, bon, ils vous passent un coup de téléphone, mais on reste pas trop. Nous avons quand même une amie de 30 ans qui est venue tout de suite. Et on est toujours en contact. Et elle m'a beaucoup aidée. Aussi, quand il a fallu mettre en place, essayer de me conseiller, de voir comment on pouvait faire. Enfin bon, ça c'est encore autre chose après. Frédéric, le fait je reviens vers vous, parce que vous êtes nouvel arrivant en définitive sur ce territoire. Le fait d'arriver dans un endroit complètement nouveau, c'était plus simple peut-être dans les nouvelles personnes, puisqu'elles ne vous avaient pas connu avant en tant que, j'allais dire, couple
comme chacun. Il y avait deux choses en fait. Le fait qu'on déménage et qu'on s'installe dans la région, j'étais beaucoup plus présente puisque du coup j'étais là tous les soirs, alors qu'avant je partais le lundi et je rentrais le vendredi. Oui, vous étiez encore en activité. Voilà, j'étais en activité et je viens de prendre ma retraite il y a début octobre. Donc, vive la jeunesse. Et donc effectivement, on a la capacité avec ma femme de s'adapter à tout et à tout type de situation. Elle est très habituée à de nombreux déménagements. Voilà, ça aide beaucoup. Et aujourd'hui, on recrée des choses. Mais Eliane disait que tout à l'heure, son fils, moi, sur les 2 enfants que ma femme a, il y en a un qui appelle tous les jours, tous les soirs. Et il y en a un qui est en pause de déni. Un déni, il ne veut pas le reconnaître, il ne veut pas l'entendre. Prétend qu'il l'a toujours connu comme ça. C'est épouvantable. donc voilà, mais on ne juge pas, on les laisse, on leur explique qu'un jour, attention, un jour, il ne faudra pas regretter. Audrey, je reviens vers vous. L'isolement social, il y a plusieurs causes, et notamment ce que disait aussi Frédéric, l'incompréhension de sa famille, de ses proches. Oui, alors on sait que ça peut être une des causes qui revient souvent chez les aidants quand on échange avec eux, c'est le fait de ne pas se sentir compris dans ce qu'ils vont traverser, dans ce qu'ils vivent, et comme s'il y avait un décalage aussi entre ce que les autres vivent et ce qu'eux ils vivent dans leur quotidien. Je pense par exemple à une aidante qui me disait « Mes amis arrivent, ils m'envoient des photos de leurs vacances alors que moi je suis juste en train de gérer le passage des infirmières qui viennent pour les soins de mon mari » et ça met en place une distance en fait malgré ce que les personnes ont traversé auparavant et finalement il y a plus de discussion de sujets communs parce que se dire on est allé voir tel film au cinéma alors que la personne ne peut même pas sortir de chez elle par exemple, ça peut paraître anodin mais c'est ces discussions qui rapprochent les personnes aussi et qui font qu'on crée du lien, on crée de la relation, on partage quelque chose et ce fait de ne plus partager un quotidien commun ça éloigne des personnes. Il y a, tout à l'heure, on a entendu cette notion de gêne. La gêne, elle est chez... Les aidants ne sont pas dupes, puis souvent ils s'en rendent compte que quand on vient rendre visite, selon aussi la visibilité ou pas de la maladie, mais les personnes rapidement vont être pressées de partir ou elles viennent, mais on sent la gêne, les conversations elles sont moins naturelles ou moins évidentes qu'auparavant. Mais parfois il y a aussi la gêne des aidants face à la maladie, au comportement de leurs proches. Une personne qui aurait des troubles cognitifs, qui serait désinhibée, qui aurait du coup un vocabulaire qui ne serait plus adapté en société, ça peut être vraiment gênant en fait aussi pour les aidants qui vont avoir tendance à se mettre en retrait aussi. Donc ça, on peut le retrouver exactement, voire de la honte. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre de la part des aidants. Donc c'est vrai que cette notion de ne pas se sentir compris, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Après, il y a d'autres causes qui vont être à l'origine de l'isolement social. Ce qui revient souvent dans les plaintes spontanées des aidants, c'est cette question du temps, d'avoir du temps, et ce manque de temps surtout, parce que petit à petit, en fait, tout tourne autour des besoins de la personne accompagnée, et entre la mise en place des aides à domicile, les rendez-vous médicaux, la charge administrative qui est quand même très lourde pour le moindre dispositif, il y a des tonnes et des tonnes de documents à remplir. Petit à petit, finalement, le temps de l'aidant est réduit juste à l'accompagnement en fait, de la personne aidée. La vie est absorbée exactement. C'est ça. Et finalement, comme si tout était centré autour des besoins de la personne malade et qu'il n'était pas légitime pour l'aidant d'avoir ses propres besoins. Et alors, quand on parle en plus de lien social, comme si c'était un besoin qui n'était pas essentiel. On en a beaucoup parlé pendant le Covid de ce qui est essentiel ou pas pour vivre, alors qu'on sait aujourd'hui, les études montrent l'importance du lien social pour un bien-être psychique, mais aussi même en facteur santé. Et d'un seul coup, il y a cette culpabilité chez les aidants. Mais pourquoi moi, je vais aller passer 1 heure au cinéma ou au café avec une amie, à prendre du bon temps, à penser à autre chose, alors que mon proche, il lutte contre la maladie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a quelque chose un peu sentiment d'injustice. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et en plus, on est dans une société où, comme tu disais tout à l'heure en introduction, sans les aidants non professionnels, le maintien à domicile ne fonctionnerait pas. C'est 11 milliards d'euros d'économies
parce qu'il y a des aidants non professionnels. Ça serait impossible en fait de ne mettre en place que des aidants professionnels, et c'est là les limites du maintien à domicile. Il y a quelque chose de l'ordre de presque d'obligation sociale à devoir s'occuper de son proche. Il y a cette notion de un rôle naturel. Exactement, de devoir, on parle de loyauté. Il y a même cette notion de dette filiale. C'est après tout ce que mes parents ont fait pour moi, il faut bien que je leur... Exactement. Alors souvent, moi, je leur réponds, mais dans ce cas-là, ils ne vous ont pas donné de l'amour, ils vous l'ont prêté. Si vous vous sentez obligé aujourd'hui de devoir le rendre. Et bon, c'est vrai que ça reste en tout cas dans les esprits des aidants, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre société. Donc cette question du temps et de prendre du temps pour soi, c'est même pas envisageable, et on en parle quand on parle de solutions de répit. Parfois on voit que c'est difficile pour adhérer parce que c'est difficile d'entendre qu'on a besoin de temps pour soi. Parce qu'on n'est pas la priorité, on n'est pas la personne malade, et pourtant on sait l'impact sur la santé de la situation des danses. Et je rajouterais, on a d'autant plus besoin de lien social quand on est aidant, puisque du coup la sphère se rétrécit, puisque c'est une sphère qui se rapproche avec la personne dont on s'occupe. Donc pour faire une petite transition, j'ai envie de vous faire écouter justement ce que disait Boris Kallen sur l'isolement social. Ma première question, c'est de lui demander est-ce que l'isolement social, c'est une menace pour chacun de nous? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Nous avons tous besoin des autres, et que sans altérité, on n'a aucune chance de nous développer finalement. C'est pas qu'une image en fait, c'est pas une idée abstraite. C'est-à-dire que on sait qu'un organisme sans altérité s'éteint. Un cerveau qui n'est pas stimulé par la présence des autres, par leur affection, par leurs mots, et il subit des atrophies mentales. C'est-à-dire qu'on le voit en neuroimagerie, réellement. On le voit dans la matière. Donc sans altérité, mon cerveau, mon corps et mon âme dysfonctionnent. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler que être en lien avec les autres, c'est fondamentalement essentiel pour les êtres humains, et que si c'est pas le cas, ça altère de façon très importante leur santé, et que ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, de démence, évidemment de dépression, d'anxiété, et que toutes les grandes études au niveau international, à grande échelle épidémiologique, ont mis à jour les effets en fait de la solitude sur les individus, et ont montré que souffrir de solitude augmente le risque de décès prématuré de 30%. C'est-à-dire que les ravages de la solitude finalement sont comparables à fumer 15 cigarettes par jour. Et donc, ça dépasse même les méfaits de l'obésité et de la consommation régulière d'alcool. Donc voilà, ces statistiques nous alertent évidemment sur l'urgence d'agir. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on traverse une crise généralisée du lien, clairement, et que c'est une crise, c'est même la mère presque pour nous, évidemment, qu'on pense que c'est la mère de toutes les crises, et que ça vient dans un moment où cette absence de qualité, il arrive sur une planète qui est hyper connectée en fait, et interconnectée. Donc c'est assez étonnant aujourd'hui de voir ce paradoxe qui est qu'on n'a jamais été aussi reliés les uns les autres, et qu'en fait on n'a jamais autant souffert de solitude. Et Eliane et Frédéric. Frédéric va démonter la table, mais tout va bien se passer. Ah oui, c'était Corinne. Ce sentiment de solitude, vous l'avez ressenti? Quelles a été vos actions pour le rompre? Est-ce qu'on est venu vous tendre la main, ou est-ce que c'est vous qui avez été vers des personnes ou vers des structures? Moi, il y avait une mise en place à faire. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup tendu la main, et heureusement. Et je le souhaite à tout le monde. Parce que quand on se retrouve dans une situation telle qu'on a perdu
notre moitié ne répond plus, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien, vous dormez plus, c'est nul, il n'y a plus de conversation. Et donc, cet accompagnement, ça a été fait dès le départ. J'étais accompagnée par les psychologues. Je n'ai jamais été lâchée jusqu'au décès. Hein. Et de là, je me souviens que je crois que c'est l'ARS qui était venu à la maison pour trouver des structures parce qu'il ne pouvait plus marcher. Avec l'ergothérapeute de mettre des choses en place, enfin tout. Et il y a un monsieur je voulais qu'on trouve une activité pour lui, qu'il fasse quelque chose, pour que je puisse bouger, sortir, enfin, parce que s'aérer complètement. Et là, c'est un certain monsieur, je dis son prénom, c'est Hugo. Et c'est lui qui m'a mis en relation avec Pôle Ressources de Captieux. Et là, j'avoue que ça a été les mains tendues. Parce que ça a été... ils sont venus à la maison, ils ont rediscuté. Et là, ça fait du bien quand vous voyez qu'on s'occupe de l'être que vous aimez, qu'on vous donne vraiment... on lui donne la main, là. Il va peut-être s'en sortir. Et vous, ça vous soulage. Ça vous soulage. On va faire quelque chose avec lui pour le sortir, lui aussi, de son isolement. Et puis alors, vous respirez. Enfin, moi, j'avais une activité professionnelle qui m'amenait à rencontrer beaucoup de clients. J'avais des clients, donc j'avais la possibilité de m'oxygéner. Et quand je dis oxygéner, c'est vraiment oxygéner. Donc j'avais cette activité la journée et le soir. Bon, c'est vrai que c'était quand même le silence, puisque c'est de l'isolement. La personne qui est atteinte d'une maladie comme celle-ci, c'est moins de communication, beaucoup moins de communication, si ce n'est aucune communication, plus de sourire, au moins. Donc on est confronté à ça. Et en fait, moi, j'ai bousculé un peu le corps médical, puisque on a vu le docteur, je ne sais pas si je peux citer les noms, des docteurs Pixin, par exemple, à Captieux, qui m'a entendu, qui m'a écouté, qui m'a entendu et qui a dit « Ok, on y va ». Et il a fait en sorte qu'il y ait eu les examens, et ces examens ont amené différents contacts, et le pôle ressources, et l'APA, et le département, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné, mais il faut se battre. En tout cas, là, c'était vraiment de votre part un chemin où vous avez tapé à des portes et où vous avez eu des réponses. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai, et je pense que c'est là le message d'espoir qu'on peut donner à tous les aidants, nouveaux aidants ou aidants existants depuis très très longtemps, c'est qu'on a plein de gens qui sont là pour vous conseiller, vous aider, vous épauler, vous soulager s'il faut. Et parce que c'est vrai que c'est un travail 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, n'est-ce pas Audrey? Qui m'a fait une fois la remarque. Et donc c'est important effectivement d'avoir ces équipes qui sont bienveillantes. C'est de la bienveillance qui vient, qui arrive. Et donc il faut suivre ça, il faut suivre ce mouvement, et ça vous permet de voir les choses différemment, complètement différemment, une approche différente. Les conseils qui sont donnés, on a une approche différente avec la maladie, et c'est du bonheur. Ça peut être du bonheur, je pense, parce que c'est le moment où on attend le sourire, où on a un sourire. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, ce que je pensais l'autre jour. Je ne sais pas si c'est de quelqu'un, mais les souvenirs, c'est ce qui lui reste quand elle a tout oublié. Et ça m'est venu parce que je me suis dit, mais oui, elle me raconte des choses, mais dans quel paramètre, dans quel espace elle est, dans lequel je ne suis pas. Donc voilà, c'est ce qui m'était venu à l'esprit, c'était ça, voilà. Mais voilà, on travaille tous les jours. On fait en sorte que on est peut-être quelquefois un peu trop dur. On a fait travailler beaucoup pour surtout pour pas perdre. C'est ça aussi notre obsession. Pour continuer à être
d'une manière ou l'autre ensemble, en tout cas. Voilà, tout à fait. Mhm. Mona Lisa, on va écouter Boris Callen qui en parle un petit peu, et puis après Bernard et Corinne, je reviendrai vers vous, puisque vous êtes le binôme Mona Lisa de Captieux, mais on redonne la parole à Boris Callen qui nous explique justement ce qu'est Mona Lisa. En fait, Mona Lisa, si on veut le résumer, c'est de dire que pour répondre à la question de l'isolement, de la solitude des personnes âgées en France, c'est un sujet tellement complexe, tellement intime aussi, et qu'en France, l'intervention sociale, ou enfin, l'intervention en général, souffre d'une approche trop fragmentée, voilà, qui voit s'empiler les dispositifs, les intervenants, les tâches, et que donc de fait, les acteurs restent en silo finalement, chacun est dans son couloir de nage. Donc Mona Lisa, ça part de cet existant-là et dit que y répondre, ça nous oblige en fait, répondre à l'isolement, à la solitude, à élaborer et je dirais à porter des stratégies de décloisonnement et de coopération sur les territoires pour diversifier les liens et résister finalement à l'entre-soi, tout en respectant évidemment l'indépendance et l'identité de chaque organisme. Donc Mona Lisa, finalement, sur ce volet de la coopération, elle aide à structurer des démarches sur les territoires, de façon en proximité. Elle porte une animation, elle aide à porter une animation durable de coopération entre acteurs. Donc entre acteurs, c'est tout le monde, hein, c'est les bénéficiaires eux-mêmes, les citoyens, les élus, les partenaires, les associations, les institutions. Voilà, pour prévenir et faire reculer l'isolement. Voilà, c'est vraiment une démarche de co-construction. Ça, c'est vraiment la première jambe, on dirait. Et la deuxième, c'est la question des équipes citoyennes. Partant du constat, en fait, que les personnes les plus touchées par l'isolement, elles sont assignées à domicile, finalement. Et elles sont assignées aux relations qu'elles peuvent nouer, mais vraiment dans la très grande proximité. Et en même temps, il y a une grande diversité de solidarité informelle qui se joue et qui se tisse vraiment dans la grande proximité. Et que donc, face à ce défi-là, on doit soutenir, pour nous, un vaste, je dirais, mouvement de solidarité de citoyens de proximité. Et donc, pour mobiliser les entourages des personnes fragiles, avoir des voisinages qui sont présents. Et donc, ces équipes citoyennes, elles réunissent des personnes de tous les âges qui, à côté de chez eux, donc dans leur quartier, dans leur village, décident de s'engager ensemble, donc en équipe, pour lutter contre l'isolement en proximité. Ça peut être des visites de convivialité, mais ça peut être aussi des projets intergénérationnels, ça peut être les déplacements, ça peut être l'accès à la culture. Donc là, il y a beaucoup de choses à inventer là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de valoriser le potentiel d'engagement des citoyens. Voilà. Voilà ce que nous dit Boris Callen sur Mona Lisa. Donc en face de moi, Corinne et Bernard, vous êtes une équipe en fait. Vous êtes un binôme. Alors est-ce que vous pouvez nous dire mais qu'est-ce qu'est ce binôme et comment vous vous êtes rencontrés? Ça commence bien. Et bien, en fait, on s'est rencontrés quand j'ai été appelée par Stella du pôle ressources pour faire partie de cette équipe, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Puis je me suis dit, Mona Lisa, l'isolement des personnes âgées, allons-y. Et c'est là que j'ai rencontré Bernard. On a fait une formation à Kudos, en 2020, je pense, ou 2019, je ne sais pas trop. Et là, on a été formés, on nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, isolées. Et je suis un peu tombée des nues parce que ce n'était pas mon monde, je ne savais pas. Ouais.
Et là, on nous a dit que même en maison de retraite, les personnes pouvaient être isolées parce que pas de visite. Ça non plus, je ne savais pas de famille, pas de visite. J'étais étonnée aussi, c'était pas du tout mon monde. Et là, on s'est choisi avec Bernard pour aller visiter une personne âgée à l'EHPAD qui malheureusement est décédée fin septembre. On est tous les deux touchés par ce décès parce que ça faisait 2 ans qu'on allait le voir régulièrement et il est parti brutalement et on ne lui a pas dit au revoir. Et moi, je suis très triste de ça. Bernard aussi, le nôtre. On avait 2 Bernards. On en a gardé un. Voilà. Et voilà. Et sinon, on va voir chez elle Simone. À domicile. Une dame à domicile qui est âgée. D'ailleurs, c'est son anniversaire lundi prochain. Vous y alliez, vous 1, 2, 3. Vous lui rendez visite tous les combien? 2 fois par mois. 2 fois par mois. Oui, 2 fois par mois. On va la voir pendant 1 heure. Souvent, on boit un petit café avec elle. Elle nous raconte souvent sa vie. Elle est très perturbée par le climat. Donc, on parle beaucoup de la météo. On bouge pas beaucoup parce qu'elle est quand même... elle marche pas très bien. Beaucoup, non. Elle est ravie de ces rencontres avec vous. Elle vous attend? Ah oui. Ah oui. Oui, elle nous attend. Je ne sais pas comment elle fait, mais quand on arrive, elle est toujours debout avec sa canne. Elle est déjà debout. C'était pas gagné au départ. Non. Ah, Bernard, pourquoi c'était pas gagné? Parce que c'est une personne que je connaissais déjà d'avant, mais c'est des gens qui sont chez eux, qui sont dans leur monde, qui ont leur famille. Et pourquoi une personne étrangère irait à la place de ses enfants faire ce travail-là, lui rendre visite. Voilà. Alors, comme je la connaissais, le lien a été plus facile. J'ai présenté Corinne. Elle m'a dit, mais qui c'est ça? Mais maintenant, si j'y vais sans Corinne, comment ça? Elle n'est pas là, Corinne? Elle s'inquiète? Ah oui, elle est très inquiète. Mais très heureuse de nous voir tous les 15 jours. Quoi, ouais. Voilà. Elle nous remercie, elle nous prend dans les bras, on la prend aussi. Il y a des câlins. Elle est devenue une petite chose, toute petite. On la prend dans nos bras et elle reste dans nos bras. On se dit, bon, elle a besoin. Parce que, en fait, malgré qu'elle ait le repas de la dame qui vient lui porter son repas tous les jours, Michel. Elle avait un peu le kiné aussi, mais elle n'a pas énormément de visites quand même, parce que ses enfants habitent un peu loin. Ses 2 filles à Bordeaux et Mérignac et l'autre, elle est dans les Alpes. Dans les Alpes, je crois. Voilà, du coup, elle n'a pas énormément de visites quand même. Voilà. Et on va la voir donc tous les 15 jours et c'est du bonheur. Mais peut-être que ce que vous lui amenez, vous, dans vos visites, c'est la qualité de la relation. C'est que vous êtes vraiment avec elle. Vous êtes vraiment curieux de qui elle est. C'est peut-être ça, c'est non pas la quantité, mais ce que vous lui apportez, c'est vraiment une relation de profondeur, je dirais. Oui, moi je pense parce qu'en fait, quand on parle avec elle, on parle de sa jeunesse, de ce qu'elle a fait avec son mari, ses enfants, comment ils vivaient autrefois. Et moi, je suis aussi aidante de ma maman et je vois que j'ai pas les mêmes relations avec Simone que je vois tous les 15 jours et je suis à l'extérieur de sa famille. Quand on est la fille ou la femme ou l'époux, enfin, quelqu'un de proche, on voit plus la maladie ou le vieillissement. Et quand maman me dit qu'elle a mal, ça me fait encore plus mal. Bon, Simone aussi, mais elle ne le dit pas justement, Simone. Elle dit pas. Jamais. Elle se plaint pas, cette dame. Elle nous dit juste le bonheur qu'on a d'aller la voir. Un peu compliqué, c'est que ces personnes, elles deviennent des êtres que l'on aime, alors qu'on ne les connaissait pas avant. Mais après, c'est trouver tous les 15 jours des sujets de conversation. Ça vous préoccupe à chaque fois? Pas à chaque fois, mais bon, on essaie de trouver des sujets, mais c'est pas aussi facile que ça parfois parce que. D'où le binôme peut-être. Ah oui, c'est tout à fait. Et puis le binôme est primordial. Oui, grâce à Mona Lisa et Pôle Ressources, on a des, qu'on appelle ça des comment on dit, mais des jeux, des choses comme ça, des jeux, des choses où on a eu des formations, savoir communiquer avec les personnes âgées, parce que c'est pas évident. Oui, c'est ce que j'allais vous Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. On a eu des formations sur les maladies, sur des choses comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi pour savoir comment aborder la personne âgée. Ouais. C'est pas aussi C'est facile. bénéfique pour nous également. Ouais. Hein,
mais j'entends bien. Ouais. Et puis moi, je trouve, franchement, que quand je vais les voir, quand je reviens, ça me donne une pêche parce que je me dis, oulala, dans 20 ans, tu seras dans ce cas, vaut mieux en profiter tout de suite, quoi. Ça me donne envie Toi aussi, de dans beaucoup profiter, mais profiter de la vie à 300%. Parce C'est qu'on vrai. ne se rend pas compte que nous-mêmes, on vieillit. Et quand on les voit, on se dit, bon, ben voilà, on va vers là. Et moi, ça me file des claques. C'est Puis vrai. quand je vois Bernard, ça me file des claques. Parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Ah, ça se voit pas, mais je suis un vieux. Oui, bien sûr. Ça se voit pas, mais on se doute. Bon, merci Corinne et Bernard. On arrive à la fin de ce premier plateau. Est-ce que les invités autour de la table, vous auriez... Alors, Frédéric et Eliane, vous êtes là sur les 3 plateaux, donc vous allez encore avoir beaucoup de choses à dire et je reviendrai vers vous. Audrey, vous avez peut-être quelque chose à rajouter ? Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Après, je rebondis juste sur l'isolement et le fait qu'on ne se rende pas compte. Il y a quand même une étude du Crédoc qui a été faite en 2020, donc c'est assez récent, qui dit que 18% des aidants se sentent exclus. Par rapport à la population générale, c'est 8% de personnes qui vont exprimer ce sentiment-là. 18% sur 11 millions, ça donne 2 millions de personnes en fait, qui se sentent exclues dans leur quotidien. Enfin, c'est vraiment un enjeu énorme. Et on sait qu'aujourd'hui, on attend des pouvoirs publics. Il y a eu des études qui ont été faites récemment sur justement travailler, prévenir cet isolement social des aidants, parce que ça représente presque 2 millions de personnes quand même en France. Et on parle juste d'exclusion, parce qu'après, c'est un aidant sur 2 qui se sent seul et incompris de son entourage. Merci Audrey pour ces précisions. Alors, pour terminer cette première partie du plateau, j'ai envie de vous faire écouter le poème de Monsieur Renelli. Monsieur Renelli est accompagné au quotidien par son épouse. Il est passionné d'écriture, il a toujours écrit, ça fait partie de sa vie. Il y a une grande sensibilité dans ses poèmes. Je vous laisse écouter. Il y a encore un petit peu de musique et puis ensuite on change de plateau. Boulevard des Avatars. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de loup-bar, plus de piano-bar, ni d'autocar. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. Je ne t'attends plus, j'entends la pluie. Je ne chante plus, je crains la nuit. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de bagarre, de 68 arts, de politique art. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. Mais au beau jour, on se faufile, sans dire bonjour, en baise en ville. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de retard, plus d'étendards pour les smicards. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. Pourtant, le jour, tout le monde défile, conteste et court. Est-ce bien utile ? Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de fêtards, même plus de clochards. Je loupe mon rencard. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. J'attends le tramway de mes désirs. Il n'y a que des pavés sur mon délire. Sur le boulevard des Avatars, il n'y a plus de bâtards, ni de cathares, mis à l'écart. Il se fait tard sur le boulevard des Avatars. On n'y croit plus, le prêt-à-penser, le coup de pied au cul sont consommés. Je me réveille sur l'avenue quand le soleil est revenu. Je vois des hussards, des superstars, des malabars qui s'accaparent même les beaux-arts. Je suis perdu, je ne vois plus que du brouillard.